Alors, Josiane Franck, j'aurais envie de vous demander, j'ai lu dans la présentation, dans le gros livre que vous avez devant vous, La limitation du travail, effectivement, on est déjà en train de parler de concepts comme l'après-ville ou bien le non-ville. Et en fait, c'est très déstabilisant, ça, de savoir qu'on est en train de travailler sur la ville, mais en même temps, on a l'impression que la ville s'étiole, quoi. Mais la ville s'étiole, mais c'est dû aux mutations de la société. Les consommateurs, qui sont les consommateurs aujourd'hui? Beaucoup commandent par Internet, puisqu'on parlait de réseau. Donc c'est une réflexion qu'il faut conduire, justement, comment on réinvestit cette ville, comment on la rend plus attractive, plus humaine. Et c'est justement en se penchant sur les besoins des habitants. Donc bon, les mots que vous avez dit, c'était des mots qui ont été proposés par des chercheurs et donc qui réfléchissent sur ces questions-là. Mais je pense que c'est très important de penser la ville en termes de réseau au niveau local, mais au niveau du quartier. Ça, c'est très important. Recréer le lien social qu'on a un peu perdu. Donc, je pense que des initiatives comme celles que mènent les collectifs sont très importantes. Parce qu'on est dans un espace virtuel. On est avec nos amis sur Facebook, mais on ne parle pas à notre voisin. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut... en fait, je pense qu'on est dans les mutations du travail, mais les mutations de la société vont peut-être nous contraindre. Et ce que disait tout à l'heure Marie-Caroline était très intéressant quand elle dit que les enfants n'ont pas envoyé une seule carte postale, alors que nous, c'était notre grand plaisir d'envoyer les cartes postales à nos grands-parents quand on partait en vacances, quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a un décalage et que, bon, on n'a pas les réponses, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, comme disait Thomas, que partout en France et en Europe et dans le monde, il y a des gens qui s'interrogent et qui travaillent sur ces questions-là. On va parler justement, on va traverser l'Atlantique, maintenant on va parler de la ville de Détroit qui est invitée d'honneur de la Biennale ici. Alors Détroit, pour les gens qui ne connaissent pas, donc a connu une crise très grave aussi, c'était essentiellement l'industrie automobile là-bas, donc un petit peu comme Saint-Étienne, donc à la fin du siècle dernier, on peut dire ça maintenant. Les deux villes ont joué la carte du design, de l'art contemporain pour changer de look en fait. Et racontez-nous un peu ce que vous avez vu à Détroit et quelles similitudes avec Saint-Étienne. Alors oui, donc Détroit, nous y sommes allés en mars 2016 avec Olivier Péricot, le commissaire général de la Biennale, justement pour aller découvrir et rencontrer les gens. Ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, c'est que c'était quand même une ville qui était assez détruite, avec des quartiers, des maisons détruites, des maisons brûlées, des bâtiments entiers abandonnés. Donc ça donne un sentiment assez étrange. Par contre, effectivement, bon, il y a quand même un centre-ville actif, mais la plupart des gens sont partis en périphérie. Il y a eu une grosse crise qui a d'ailleurs, on oublie, c'est une crise qui a commencé dans les années 60, puisqu'il y a eu Détroit, qui était la capitale mondiale de l'automobile, le symbole du capitalisme américain, et a commencé à avoir des problèmes sociaux dans les années 60, et donc s'est révolté pour défendre les droits du travail. Et ensuite, en 2008, donc avec la crise des subprimes, a connu là tout à fait un effondrement jusqu'à une banqueroute en fait, de la ville. Donc ce qu'on sent, c'est que de 2 millions d'habitants, cette ville est passée à 700 000. Les échelles sont complètement différentes de Saint-Étienne. En fait, on a des histoires un peu similaires, mais on ne peut pas se comparer. L'échelle de la ville, c'est Manhattan, San Francisco et Boston. Donc vous imaginez un peu l'échelle de la ville. Donc ce qu'on a senti, c'est des rues énormes, puisque cette ville a été construite pour l'automobile, avec des vides, des vides. On sent le vide. Des gens qui n'ont pas l'habitude de marcher. Très peu de personnes marchent. Il n'y a presque pas de transport public, très peu.
Donc c'est une espèce d'étrangeté. Pourtant, on a rencontré des gens, donc on a visité des lieux avec des acteurs très très... Et ce qui est curieux, c'est que dans l'exposition, ici, ils montrent des vélos, par exemple. Alors, voilà. Des vélos, ça paraît curieux aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc là, je pense qu'ils ont un gros travail pour... Non, parce ils ont une fabrique Shinola qui fabrique des vélos. Les vélos qu'on voit également dans l'expo Footwork. Et en fait, c'est la ville qui s'est reconstruite. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'elle était dans ce rebond, dans cette renaissance, et qu'elle s'appuie sur un nouvel entrepreneuriat, avec des jeunes qui sont dans le do-it-yourself, je prends, je récupère, je reconstruis. Et ça on a trouvé une très très belle énergie des gens qu'on a rencontrés, et quand on leur a dit qu'on les invitait à Saint-Étienne, ils n'ont pas compris ce qu'ils allaient venir faire, mais ils venaient d'être désignés ville UNESCO Design, première ville américaine. Pour eux, c'est un défi, c'est un peu comme nous, tout est un défi finalement pour quand on n'est pas la capitale d'un pays. Et je pense que ce qu'on a vu ici et ce qui présente à la fois avec le groupe Akoaki et les installations qui sont dans la cour intérieure des H, là. Donc c'est comment la culture, en s'appuyant sur la culture afro-américaine, les designers arrivent à reconstruire une fierté des habitants de Détroit. Et ça, je trouve, c'est assez fort aussi dans cette similitude, puisque nous, à Saint-Étienne, c'est également après avoir été taxé de ville noire, où on n'en peut plus d'être quand même 40 ans plus tard et 50 ans plus tard affiché avec cette étiquette, alors qu'on a effectivement reconstruit un nouvel aménagement urbain, on a des quartiers qui se sont transformés, on a la Cité du Design qui est la nouvelle force motrice, bien sûr, mais également des jeunes qui s'installent ici, qui sont des créateurs, des activistes qui ont envie de transformer ça. Je trouve que c'est une richesse, une énergie, une passion qu'on a retrouvée aussi là-bas. Et ce qui était très fort, c'est qu'ils se sont mobilisés pour venir à Saint-Étienne. Ils sont venus près de 60. Donc ça, c'est assez rare, puisque nous on expose aussi à l'étranger, mais c'est rare de se déplacer avec une délégation de 60 personnes, des fermiers urbains, 10 musiciens, des designers, des architectes, des directeurs d'école et des institutionnels qui ont compris la vibration de Saint-Étienne et qui leur ont donné envie de continuer. Donc la mutation vers le design, vers l'art contemporain de Saint-Étienne, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait en réseau avec d'autres villes d'Europe, avec donc d'autres villes aux États-Unis aussi. Et vous en tirez quoi? Vous en espérez quoi pour l'avenir, justement, de toutes ces relations internationales pour la Cité du Design ici et pour le design, l'avenir du design à Saint-Étienne? Mais écoutez, nous, on a notre politique, c'est une politique de réseau, là, puisque vous parliez des réseaux, c'est notre politique, une politique de réseau. Et être une ville UNESCO Design et dans ce réseau, c'est partager les expériences, c'est mettre des créateurs en relation, c'est pouvoir mettre également des entreprises en relation, créer des opportunités de projets de recherche à l'échelle internationale. Donc, en fait, c'est une possibilité pour une ville de 200 000 habitants, une agglomération de 400 000, être avec des villes comme Séoul, Singapour, Pékin, Shenzhen, Shanghai, etc. C'est une opportunité aussi pour ces jeunes créateurs, peut-être de rencontrer, c'est ce qu'on essaye on est des facilitateurs, des passeurs en fait, et on espère que tout le travail qu'on conduit va servir à tous ces jeunes créateurs. Josiane Franck, je vous remercie.